Alors du coup, aujourd'hui, le sujet, c'est effectivement de la question de la lutte contre le suicide dans les contextes humanitaires, puisque vous le savez, c'est un gros enjeu de santé publique et qu'il y a pas mal de questions sur comment faire de la prévention et faire de la prise en charge autour de suicide dans les contextes humanitaires. Et c'est donc un sujet dont se sont saisis pas mal d'organisations et aussi le groupe de référence santé mentale et soutien psychosocial et pour lesquels ils ont effectivement développé un certain nombre d'outils que je vais vous présenter là maintenant. Next slide, please. Next slide. Alors pour commencer, pourquoi aborder la question du suicide dans les situations humanitaires? Bon, comme vous le savez, j'imagine, hein, le suicide, c'est quand même fait plus de 700 000 victimes dans le monde chaque année, donc c'est une problématique qui est vraiment importante. Et 75% de ces suicides ont lieu dans les pays à faible revenu et revenus intermédiaires. Donc, ça concerne énormément les pays dans lesquels il y a aussi des urgences. On estime que pour chaque suicide qui est abouti, il y a 20 autres personnes qui ont pu faire des tentatives de suicide. Et au niveau mondial, le suicide est la quatrième cause de mortalité chez les jeunes. Ce qu'on appelle jeunes, donc c'est les 15 à 29 ans. Donc c'est vraiment une question essentielle quand on travaille en santé mentale et soutien psychosocial, bien sûr, mais aussi pour l'ensemble des acteurs. Et ça, on aura l'occasion d'en rediscuter, hein, puisque pour le suicide, comme pour d'autres sujets en santé mentale et soutien psychosocial. L'idée, c'est aussi de porter une approche multisectorielle pour arriver à être beaucoup plus efficace dans le travail qu'on fait. Donc, les populations qui sont touchées par les urgences humanitaires, elles peuvent être confrontées à des facteurs de stress contextuels qui vont accroître le risque de suicide. Il y a plein de facteurs contextuels différents qui peuvent aller aussi bien de qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été qui peuvent être liées à la crise elle-même, bien sûr, au fait qu'il y ait de la violence, au fait qu'il y ait des traumatismes, au fait qu'il y ait des meurtres, etc., mais aussi aux conséquences de ces crises, avec une perte de niveau de vie, une désorganisation au niveau social, des soutiens et des appuis qui étaient présents qui sont moins présents, un isolement, une adaptation à une nouvelle vie. Donc, tout ça, ce sont des facteurs, évidemment, qui sont des facteurs de risque et qui peuvent beaucoup augmenter tout ce qui est le risque de suicide. Donc effectivement, l'accès au soutien social et aux soins de santé dans les situations d'urgence peuvent être particulièrement problématiques, puisqu'il y a souvent une déstructuration des services de santé, mais il y a aussi une saturation, quand il y a par exemple des déplacements de population, une saturation des services de santé et des services de santé qui ne sont pas optimum dans ces situations-là. Et puis, il y a souvent, encore et beaucoup, et on aura l'occasion d'en parler peut-être un peu plus aussi, en particulier sur la question du suicide, du stigma autour de la santé mentale, mais aussi du stigma autour même de la question du suicide et parfois des enjeux légaux également, puisqu'il y a un certain nombre d'endroits où le suicide est interdit. On peut faire beaucoup pour réduire les risques qu'une personne ait recours au comportement autodestructeur ou au suicide et pour identifier les personnes à risque et donc faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de suicides. Donc, c'est vraiment un enjeu et un travail qui est très important pour tous les acteurs sur le terrain dans les situations humanitaires. Next slide, please. Alors, comme je le disais, au vu des enjeux hyper importants dans les contextes humanitaires et le nombre de personnes concernées, il y a beaucoup d'organisations et d'agences qui se sont saisies de ces questions-là. Et donc là, je vous ai mis un certain nombre de documents. Je n'ai pas du tout été exhaustive, hein. C'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée et des documents que vous allez chercher et pouvoir aller chercher par la suite. Alors, ceux qui sont à gauche, ce sont des documents qui ont été publiés par l'OMS et qui sont là pour le coup disponibles en français. Donc, qui est toute une stratégie pour la prévention du suicide dans les pays qui s'appelle Live Life. Et donc, ça, c'est accessible sur les sites de l'OMS. Et il y a un certain nombre d'autres documents sur le suicide produits par l'OMS depuis 2019. Tous ne sont pas traduits en français, mais qui sont aussi disponibles en anglais et dans d'autres langues.
Vous avez des informations aussi sur la prévention et la prise en charge du suicide dans l'ensemble minimum de services de santé mentale et du soutien psychosocial. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers de ces outils, mais c'est un outil qui met en avant toutes les actions minimum à mettre en œuvre dans les situations d'urgence en santé mentale et soutien psychosocial, avec un site internet dédié et dans lequel il y a un certain nombre de recommandations également sur tout ce qui est suicide. Je vous ai mis ensuite des documents qui, pour l'instant, n'existent que en anglais. Un document de la Fédération internationale des Croix-Rouges et des Croissants-Rouges sur la prévention du suicide. Un autre document de l'OMS sur l'engagement des communautés dans la prévention du suicide. Un troisième document aussi par l'OMS qui est un manuel de formation pour tout ce qui est surveillance autour du suicide à travers Alors, selon les manuels, on les appelle les sentinelles, les gardiens, en tout cas les personnes clés dans la communauté qui peuvent travailler sur la prévention du suicide. Il y a un document du HCR sur la prévention et la réduction des risques liés au suicide dans les contextes de réfugiés qui est en anglais, mais qui est en voie de traduction pour le français. Et le français va être disponible au cours de l'été. Donc, vous allez avoir accès aussi spécifiquement pour tout ce qui est contexte de réfugiés au guide du HCR. Il y a tout ce qui concerne Equip, qui est un travail d'information sur comment améliorer les compétences en santé mentale et soutien psychosocial dans les situations humanitaires et d'urgence, dans lequel il y a des éléments spécifiques sur les documents. Et puis, il y a aussi, et je vais beaucoup parler de ça aujourd'hui, le document qui a été développé par le IASC, la lutte contre le suicide dans les contextes humanitaires. Alors, pour répondre à certaines des questions que je vois apparaître dans la conversation, dans le chat, la présentation est enregistrée, donc on vous la partagera après et on vous partagera aussi les liens vers les différents documents que je suis en train de vous présenter et notamment les documents qui sont en français. Donc, la lutte contre le suicide dans les contextes humanitaires, le document du IASC, il a été fait notamment sous l'égide et avec l'appui de l'OMS et de IMC, qui ont constitué au niveau du groupe de référence un sous-groupe de travail pour travailler sur la question du suicide dans les contextes humanitaires et sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer, notamment au niveau des groupes techniques de travail, pour avancer sur cette question qui est si importante. Next slide, please. Alors, ce document de la lutte contre le suicide du IASC, comment il est construit pour que vous puissiez vous y retrouver à l'intérieur et puis ça nous permettra en même temps de discuter des différents aspects importants par rapport à la question du suicide dans les urgences. Donc, il y a un premier volet qui est sur tout ce qui est coordination et évaluation interorganisation pour la lutte contre le suicide. Et je vais détailler chacun des chapitres par la suite. Et notamment, bien sûr, qu'est-ce qui peut être fait par les groupes techniques de travail en santé mentale et soutien psychosocial dans les situations d'urgence. La deuxième partie, elle travaille ou elle explique les composantes essentielles à mettre en place dans chaque programme. Et la troisième partie, elle insiste sur les activités clés qui peuvent être mises au sein des programmes de prévention du suicide et d'intervention. Donc, la différence entre la partie 2 et la partie 3, c'est que la partie 2, elle peut être mise en place dans n'importe quel type de programme. Et la partie 3, ça va être des programmes qui vont être plus spécifiquement sur la prévention du suicide et citer et donner des exemples d'intervention efficaces. Une des choses que moi j'aime beaucoup, beaucoup dans ce manuel, c'est qu'il y a aussi plein d'exemples faits dans différents pays. Et donc, ça vous donne plein d'idées différentes de comment on peut travailler sur ce sujet dans différents pays avec des exemples très concrets. Et donc, je vous invite vraiment à aller lire le manuel parce que ça donne, en plus de ce que je vais vous présenter là, qui sont des aspects génériques, des exemples très concrets de type d'intervention. Next slide, please. Alors, on commence du coup par la coordination et la collaboration entre plusieurs secteurs et les différents acteurs. Alors, pourquoi c'est indispensable de travailler de façon coordonnée et collaborer avec les différents secteurs et différents acteurs quand on travaille sur cette question-là?
C'est bien sûr parce que bah, vous vous en doutez bien, le suicide, et puis j'imagine que vous le vivez au quotidien dans votre travail. C'est une question qui est extrêmement complexe, qui fait référence à plein de points différents en termes de facteurs de risque et de facteurs de protection, qui a aussi des éléments qui sont à la fois juridiques, légaux, de perception, de type d'intervention à faire. Et donc par rapport à ça, le fait de pouvoir se coordonner, avoir des informations qui viennent de plein de secteurs est extrêmement important. Mais aussi parce que, comme vous le savez bien, au niveau du IASC, on croit beaucoup au fait que la coordination et la collaboration, ça nous permet vraiment d'améliorer les réponses en termes de prévention et en termes d'intervention, puisque du coup, on va être plusieurs acteurs à se coordonner, à intervenir à plein de niveaux différents, et du coup, pouvoir à la fois avoir à la fois une réponse qui va être la plus globale et holistique possible, mais aussi repérer les endroits où on fait des doublons et repérer les endroits où il y a des manques sur lesquels on doit intervenir. Et donc, c'est vraiment un des enjeux forts qu'on porte sur tous les sujets en santé mentale et soutien psychosocial. Et puis, il va falloir se coordonner entre différents secteurs et travailler avec ce qui est déjà disponible, c'est-à-dire qu'est-ce qui est déjà fait au niveau du gouvernement, par exemple. Est-ce qu'il y a déjà un plan national de santé mentale sur le suicide? Est-ce qu'il y a déjà des acteurs qui interviennent en prévention? Est-ce qu'il y a déjà des acteurs qui interviennent au niveau de la réponse? Comment est impliquée la santé? Comment est impliquée la protection? Est-ce qu'au niveau de la sécurité alimentaire, il y a des enjeux par rapport à la prévention du suicide? Est-ce qu'il y a des enjeux par rapport aux médias? Donc, tous ces éléments-là vont être des éléments qui vont être très importants et pour lesquels la coordination et la collaboration permet vraiment d'améliorer la réponse. Alors, comment on fait ça? Eh ben, on va le faire en plusieurs étapes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails là, bien sûr, hein, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais vous en listez quelques-uns. On va bien sûr essayer d'identifier tous les acteurs qui travaillent au niveau de la prévention et des interventions ou de la limitation des risques sur tout ce qui est suicide. On va identifier s'il y a déjà des forces, des groupes qui travaillent là-dessus, des groupes de coordination existants. Et à partir de là, on va avoir une réflexion sur est-ce qu'on rejoint un groupe existant qui est axé sur la prévention du suicide et on se coordonne avec ces activités. Et là, je parle notamment au niveau du GTT, santé mentale et soutien psychosocial. Est-ce qu'on va plutôt soutenir l'inclusion d'un thème de prévention du suicide dans un groupe qui est déjà existant ou est-ce qu'on va diriger ou soutenir la création d'un nouveau groupe qui va être axé sur la prévention du suicide? Donc ça, c'est aussi parce qu'on aura fait une cartographie, identifier les acteurs, qu'on va pouvoir se positionner et voir qu'est-ce qui est le plus pertinent et éviter là aussi les doublons, mais travailler vraiment de façon harmonisée et pour renforcer l'impact des interventions. Next slide, please. Alors, au niveau du GTT santé mentale et soutien psychosocial, quels sont le type de coordination et les tâches, selon là encore hein, la cartographie qui a été faite et ce qui existe déjà, qui peuvent être mises en place? Alors, les GTT au niveau santé mentale et soutien psychosocial, ils peuvent d'une part soutenir l'engagement des acteurs à plein de niveaux différents, là aussi en fonction de ce qui a été identifié, pour établir, en établissant par exemple des liens avec le gouvernement entre les différents groupes secteurs humanitaires spécifiques. Il peut accueillir un groupe de travail ou un sous-groupe de travail qui est axé sur un thème particulier. Sur un thème particulier, soit sur prévention et prise en charge du suicide, mais ça peut être aussi sur un sous-thème lié au suicide. Il peut aider, voire mettre en œuvre directement et cartographier les services et les soutiens disponibles dans la prévention et la réponse au suicide et mettre en place des annuaires, des répertoires, un arbre décisionnel autour des services et du soutien disponible pour que les différents intervenants humanitaires et les populations sachent où elles peuvent s'adresser. Il va bien sûr faire du lobbying et faire du plaidoyer pour mettre en place les services manquants et grâce à la cartographie, il va pouvoir identifier quels sont les services manquants. Il peut aider à l'élaboration de plans d'orientation, ça veut dire des plans de référencement, hein, bien sûr, et des organigrammes pour les différents intervenants. Il peut faire un travail de diffusion et de promotion des messages clés de plaidoyer, de sensibilisation et de soutien autour de la question du suicide. Aider à la surveillance, le suivi et l'évaluation
sur le suicide. Et donc là, ça peut être à plein de niveaux différents, hein. Ça peut être aussi bien au niveau, par exemple, des cas, mais ça peut être plus globalement des intervenants. Ça peut être aussi au niveau de quelles sont les organisations qui travaillent dans le domaine. Donc, vous voyez, ça peut être à des niveaux très, très différents, du suivi individuel à quelque chose de beaucoup plus global. Il peut travailler sur l'accueil et la coordination de forums de discussion et de renforcement des capacités sur tout ce qui est suicide. Il peut proposer et soutenir la réalisation de débriefings opérationnels quand il y a eu des actes de suicide ou des conduites auto-agressives avec les acteurs concernés pour mieux comprendre qu'est-ce qui a contribué à ça et du coup travailler sur les leçons apprises, comment faire des changements pour que ça ne se reproduise pas, comment améliorer les efforts. Et bien sûr, il peut aussi assurer un soutien auprès des membres des familles, des amis et des autres membres de la communauté après les tentatives de suicide ou d'automutilation. Alors là, j'ai fait exprès de laisser le terme automutilation parce qu'il y a un petit problème de traduction dans plein de documents en français sur le suicide où les conduites auto-agressives, elles sont traduites par automutilation. Donc, on est en train de travailler à la mise en place d'un lexique français-anglais sur les termes à utiliser en santé mentale et soutien psychosocial en français pour qu'on ait tous le même vocabulaire, mais juste pour vous signaler que parfois, voilà, c'est pas très bien traduit et quand vous voyez automutilation, on est en train de parler des conduites auto-agressives dans les situations de suicide et vous allez voir, par exemple, c'est le terme qui est utilisé quand on regarde les documents de l'OMS, on parle de conduite auto-agressive et là, dans le document du IASC, on parle d'automutilation. Donc, on est en train de travailler là-dessus pour que progressivement, il y ait une harmonisation du vocabulaire utilisé. C'est- Next slide, please. Alors, il y a Mogida qui nous ouvre tout le temps le micro. Merci de laisser vos micros éteints pour l'instant. On vous donnera la parole après. Alors, concrètement, you can come back to the previous one, please. Just. OK. Donc, dans la deuxième partie, qui est en fait la partie 1 du manuel, ça porte sur tout ce qui est évaluation du contexte, des besoins et des ressources pour orienter la programmation. Et donc là, je vais vous le dire très brièvement, puisqu'après, ce qui va être super, c'est qu'avec la présentation de Cécilie, elle va pouvoir vous montrer un cas très pratique de ce travail-là. Et donc, ça va être super intéressant pour nous. Next slide, please. Donc concrètement, comment on fait, pourquoi faire une évaluation des contextes, des besoins et des ressources pour orienter la programmation? Bien sûr, c'est pour obtenir des informations de base sur le suicide et la prévention du suicide dans un pays, une région ou une communauté, puisque les choses vont être assez différentes d'une zone à l'autre et d'un pays à l'autre. Et donc, on a vraiment besoin que le plan d'action qu'on va proposer, les interventions qu'on va proposer, soient adaptés au contexte dans lequel on intervient. Et c'est ça qui va faire que ça va être une intervention qui va être efficace. Donc, évidemment, ça, c'est un des enjeux essentiels avant de démarrer quoi que ce soit. Et dans la façon de faire, évidemment, puisque c'est un sujet qui est très sensible, hein, on va être assez prudent. Et là-dessus, dans les différents manuels, il y a pas mal d'informations là-dessus sur comment justement faire des enquêtes et poser des questions sur ce sujet pour éviter évidemment de nuire ou d'avoir des effets négatifs auprès à la fois des personnes qu'on va interviewer et aussi auprès des enquêteurs. Donc, il y a tout un processus spécifique quand on parle du suicide. Et c'est pour ça aussi que tout à l'heure, je parlais des médias, puisque la façon dont on en parle peut malheureusement entraîner parfois des risques de suicide plus importants et ce sont vraiment des enjeux super importants. Comment on va évaluer le contexte, les besoins et les ressources? On va déjà, la première chose, hein, comme dans n'importe quelle évaluation, vérifier s'il y a déjà des analyses de situation ou d'autres évaluations faites pour éviter d'en faire une s'il y en a déjà une qui est faite et pour surtout s'appuyer sur ce qui existe déjà. On va voir à partir de là, est-ce qu'il y a besoin de nouvelles données ou pas? Parfois, ça suffit juste en ayant fait une compilation de ce qui existe, il n'y a pas besoin d'en faire des nouvelles.
Si on voit qu'il manque des données, dans ce cas-là, on se dit, OK, on a besoin de nouvelles données, c'est ces nouvelles données-là dont on a besoin, et on va réfléchir à comment on va les collecter. Troisième point, on va bien sûr faire en sorte que le personnel et les bénévoles qui vont recueillir ces données soient très bien formés, puisque comme je l'ai dit, c'est quand même un sujet ultra sensible, et donc il y a besoin à la fois de les accompagner pendant les enquêtes, mais de les avoir très bien formés en amont. Et bien sûr, bon là je le dis en passant, mais c'est un élément parmi d'autres, qu'ils aient un système de référencement pour que s'ils voient des personnes qui ont besoin d'être référées au moment où ils font leur enquête, il y ait un système d'aide qui soit en place déjà et qui sache où référer les personnes. Et on va ensuite coordonner les activités avec les différents acteurs et les groupes concernés pour pouvoir mettre en place cette cartographie et les ressources. Et ensuite, bien entendu, il y a toujours le fait de mettre à disposition les résultats de nos analyses et les informations qu'on a obtenues pour éviter que d'autres fassent la même cartographie, que ces informations soient utilisables par tous et donc éclairent la réponse humanitaire. Et ça, c'est vrai de n'importe quel rapport d'évaluation qu'on fait, hein, on le partage avec à la fois les acteurs humanitaires, le gouvernement, mais aussi, je le rappelle, avec les communautés. Next slide, please. Les questions pour l'évaluation, là, j'en ai listé quelques-unes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez, c'est à plein de niveaux différents, c'est-à-dire quels sont les cadres politiques et juridiques, les stratégies et les plans nationaux qui existent autour du suicide. Donc, ça, c'est aussi pour comprendre le contexte dans le pays. Est-ce qu'il y a une stratégie nationale, par exemple, avec un budget spécifique consacré à la prévention du suicide? Quelles sont les méthodes de suicide les plus répandues dans ce pays? Qui varient vraiment beaucoup d'un pays à l'autre et qui vont beaucoup jouer sur le type de prévention qu'on va pouvoir mettre en place. Des données qui vont être disponibles aussi par rapport au contexte humanitaire. Quelles sont les données et les autres informations qui sont déjà disponibles ou non sur le suicide dans les données qui sont déjà récoltées? Est-ce qu'on note qu'il y a certains profils ou groupes de personnes qui sont plus à risque dans ce contexte spécifique, au niveau de l'âge, au niveau de groupe ethnique, au niveau de lieu géographique? Donc ça fait partie des questions. Next slide, please. On va avoir aussi bien sûr des questions sur les perceptions dans la communauté autour du suicide, puisqu'elles sont très variables d'un pays à l'autre là aussi. Donc, quels sont les sentiments de la communauté? Communauté, ça peut être des groupes très différents, hein, puisque évidemment, au sein d'une même zone, on peut avoir aussi des perceptions différentes. Donc, c'est là où l'analyse, elle doit être assez fine. Donc, quels sont les sentiments de la communauté au sujet du suicide et de la prévention du suicide? Parmi les populations touchées, mais aussi parmi les personnes qui développent les services, puisque ça va avoir un enjeu sur la façon dont on va accueillir et répondre aux personnes qui sont en difficulté. Et puis, quels sont les moyens qu'utilisent les personnes quand elles ont besoin d'avoir de l'aide? Qu'est-ce qui est disponible pour les personnes qui ont des pensées suicidaires ou qui ont des problèmes de santé mentale graves, puisqu'on sait que dans un certain nombre de problèmes de santé mentale, le risque suicidaire est majoré. Donc, comment les personnes qui vont accueillir les personnes qui ont des problèmes de santé mentale sont aussi formées au suicide, peuvent orienter, vont poser des questions à ce sujet et vont limiter les risques. Et puis, quels sont les obstacles que les personnes qui veulent avoir accès à ces services rencontrent et comment on peut, évidemment, après la question, ce sera comment on peut les limiter. Et puis, on va aussi regarder dans l'évaluation, bien sûr, les ressources et les soutiens disponibles. Est-ce qu'il y a déjà des initiatives, par exemple, pour renforcer les capacités pour la détection précoce, l'évaluation, la prise en charge et le suivi, et y compris pour le personnel local, régional, de santé ou de sécurité, hein? Et donc, je dis ça volontairement, c'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas regarder uniquement auprès des acteurs de santé mentale, par exemple, mais de bien regarder de façon beaucoup plus large. Et puis, quels sont les services et les soutiens adaptés, formels ou non, qui sont disponibles et accessibles aux personnes qui risquent de se suicider ou aux personnes qui sont endeuillées par un suicide. Donc, qu'est-ce qui existe pour les personnes à ce niveau-là? Next slide, please.
Donc, vous avez vu, on fait d'abord cette évaluation qui, vous voyez, c'est quand même assez large hein, déjà et doit déjà regarder plein d'acteurs différents, plein d'éléments de perception différents, plein de compréhension culturelle autour du suicide et de la prévention du suicide. Et ça, ce sont vraiment c'est vraiment des éléments qui sont des éléments clés. Maintenant, dans cette deuxième partie du manuel qui correspond là à la partie 3 de la présentation, on va voir qu'est-ce qui, dans chacun des programmes, peut être mis en place pour travailler sur tout ce qui est prévention et réduction du risque autour du suicide. Donc, il y a 4 points que je vais développer un petit peu dans chacun des parties des diapos suivantes et que vous retrouvez dans le document du IASC sur la lutte contre le suicide. Next slide, please. Alors, le premier point, c'est toute la question de la sensibilisation et du plaidoyer. Évidemment, la sensibilisation pour prévenir les suicides dans les contextes humanitaires, elle est vitale. Bon, moi là, je suis très rassurée quand je vois le nombre de participants à cette session parce que je me dis que oui, c'est un vrai sujet dont vous voyez bien l'importance. Et donc, si on veut attirer l'attention sur le suicide en termes de problèmes graves de santé publique, ben, ça veut dire qu'il faut qu'on sensibilise les acteurs humanitaires et les populations touchées à ce sujet-là. Le plaidoyer aussi, c'est un élément très important si on veut créer une coordination multisectorielle, mais faire aussi en sorte qu'il y ait des ressources qui soient allouées par rapport aux interventions sur ce sujet-là et qu'on ait une politique de développement qui soit plus efficace. Et donc, on va pouvoir développer une stratégie de plaidoyer en fonction de ce qui est fait et des manques qu'on aura observés pour faire en sorte qu'on arrive à influencer les décideurs et les responsables politiques, mais aussi tous les acteurs, et pouvoir faire en sorte qu'effectivement, ça devienne un sujet de santé publique. Et vous pouvez aussi vous appuyer hein, là-dessus sur un certain nombre de choses qui se passent au niveau global. Et par exemple, vous appuyez sur toute la stratégie globale de l'OMS en disant, bah voilà, tout le travail de lutte contre le suicide, c'est intégré dans la politique et dans la stratégie de l'OMS sur la santé mentale et le soutien psychosocial, et donner plus de poids aussi à ce que vous défendez au niveau du pays ou au niveau d'une zone et dans les urgences humanitaires. Alors, comment on fait de la sensibilisation et du plaidoyer? Eh ben, c'est vraiment en envisageant et en essayant d'encourager la participation d'un maximum d'acteurs. Et donc, je les ai déjà cités plusieurs fois parce que parfois, on n'y pense pas, mais c'est vraiment des acteurs aussi importants aussi autour de ce sujet. Donc, les médias, les ministères de la Santé, tous les mécanismes de coordination humanitaire, y compris le cluster santé, les AOR, ce sont les domaines de responsabilité en français sur la petite enfant, sur la protection de l'enfance, sur les violences basées sur le genre, toutes les personnes ayant une expérience vécue en lien avec le suicide, tous les représentants des publics cibles qu'on va travailler, les ONG, les influenceurs communautaires, c'est-à-dire les leaders communautaires, religieux, les guérisseurs traditionnels, les réseaux de soutien par les pairs, par les jeunes, les défenseurs de la santé mentale. Et donc ça peut être des célébrités, par exemple, qui ont vécu des expériences, qui partagent euh, leur expérience par rapport à ça. Donc, je ne citerai pas de nom, mais il y a des chanteurs belges, par exemple, qui ont fait des chansons sur voilà, leurs idées noires par rapport à qu'ils ont eu à certains moments, etc. Et qui sont des choses qui sont très importantes pour faire du plaidoyer, de la sensibilisation et encourager du coup les discussions sur ce sujet. Donc, vous voyez, c'est vraiment un sujet encore plus que sur d'autres sujets sur lequel on veut avoir vraiment des gens de plein de secteurs différents et de plein de milieux différents, professionnels, acteurs de la société civile, etc. Next slide, please.
Le deuxième point, c'est tout ce qui est surveillance, suivi et évaluation. Et donc, c'est donc de travailler effectivement sur quels sont les indicateurs par rapport à la prévention qu'on veut mettre en place et qui vont optimiser la programmation. Et donc, bah, pour savoir si ce qu'on fait, ça marche ou ça marche pas, qu'est-ce qui est efficace ou pas, bah, vous le savez, avoir en place dès le départ un bon système de suivi et d'évaluation, c'est quelque chose qui est indispensable. Et là-dessus, là aussi, dans les outils qu'on partage, il y a des choses qui existent sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. C'est pas la peine de réinventer ce qui existe déjà. Vous pouvez piocher. Il y a des gens qui ont fait tout un travail préparatoire pour vous. Et donc, vous avez dans le guide Life Lives et dans le cadre de suivi et d'évaluation pour la santé mentale et soutien psychosocial du CPI, qui est le nom donc, du YASC en français, des indicateurs que vous pourrez utiliser pour faire le suivi et l'évaluation sur ce domaine. Next slide, please. Le troisième point, c'est tout ce qui concerne le soin et le bien-être du personnel et des bénévoles. Et bien sûr, dans les situations d'urgence, ce sont des gens dont il faut aussi prendre soin, non seulement parce que très souvent, ils sont affectés par la crise en elle-même, eux-mêmes, mais aussi par rapport au type de travail qu'ils font. Et donc, c'est qu'il faut vraiment veiller et limiter là aussi, avoir une politique et prendre en compte et avoir des activités qui permettent de limiter aussi les risques de suicide parmi le personnel et les bénévoles. Donc ça, c'est vraiment un élément à garder aussi en tête pour pouvoir travailler là-dessus et mettre en place dans le système ressources humaines des dispositifs de prévention, d'amélioration du bien-être des équipes, mais aussi un protocole d'intervention en cas de suicide au sein des équipes ou des bénévoles. Et donc, là, il y a aussi des protocoles qui existent que vous pouvez utiliser, mais qui sont des choses qui sont vraiment importantes à avoir en tête et dans lesquelles tous les dispositifs de prévention, encore une fois, hein, c'est un mot-clé vraiment sur le sujet du suicide, la prévention est vraiment super, super importante. Next slide, please. La quatrième activité à mettre en place de façon transverse dans tous les programmes qu'on met en place, c'est tout ce qui est renforcement des compétences du personnel et des bénévoles, puisque c'est un sujet sur lequel il est très difficile de travailler, qui peut faire aussi très peur pour quand on se trouve face à des personnes qui ont des idées suicidaires. On ne sait pas forcément ce qu'il faut faire, on ne sait pas forcément comment réagir. Et donc, la formation et le travail sur nos propres représentations, nos propres croyances, mais aussi nos compétences techniques sur le suicide sont vraiment indispensables. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important à développer et à faire. Et puis, bien sûr, venir en appui et qu'il y ait un appui qui soit mis en place quand il y a quelqu'un qui travaille avec des gens qui sont à risque de suicide élevé, que ces personnels-là se sentent soutenus et qu'il y ait tout un travail d'équipe fait autour en soutien aux employés et aux bénévoles. Et donc, ça, ce sont vraiment des éléments. Et là aussi, il y a des kits de formation qui sont proposés que vous pouvez réutiliser et adapter à vos contextes. Next slide, please. Donc, je vous en donne quelques exemples, hein, c'est pour vous donner un petit peu des idées, mais pour vous montrer que voilà, il y a des choses qui existent vraiment de façon très concrète sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc, quand je parle là justement de comment former et renforcer les capacités des travailleurs, bah, vous avez là des exemples de quels sont les travailleurs avec lesquels on peut travailler. Et là aussi, je vous pointe hein, quelques petits problèmes de traduction. Les gardiens, en fait, hein, c'est une mauvaise traduction en français. On parle bien sûr là hein, des personnes qui vont être en appui au niveau de la communauté, qui vont repérer les personnes qui sont à risque de suicide, etc. Donc, on va parler selon les autres documents plutôt de personnes clés, de personnes qui vont être formées, de personnes sentinelles. Donc, il y a plusieurs termes qui existent, mais alors gardien, c'est vraiment mal choisi. Donc, on espère qu'on améliorera les choses dans les prochaines traductions. Mais voilà, celui-là, il est passé entre les mailles du filet et le terme est vraiment pas terrible. Et donc, sur la diapo de droite,
vous avez du coup aussi, donc la diapo de gauche, elle est plutôt sur quelles sont les personnes qu'on va former, et la diapo de droite, la partie de droite, elle est plutôt sur les thématiques qu'on va inclure dans la formation et que vous pouvez là aussi réutiliser et adapter, et on peut vous partager des exemples. Next slide, please. Un autre exemple, comment garantir la qualité du soutien psychologique. Donc ça, c'est justement par rapport aux équipes et aux bénévoles. Donc, je ne sais pas si vous avez connaissance, il y a le projet OMS UNICEF Équipe qui vise à améliorer les compétences du personnel sur la formation et la qualité des prestations. Et donc là-dedans, vous avez aussi plein de choses que vous pouvez utiliser pour spécialement pour le suicide, mais aussi sur tout autre type de choses. Il y a une partie qui est en français, une partie qui est en anglais, mais je voulais vous la montrer quand même parce qu'il y a un cours spécifique sur ce sujet pour évaluer les compétences et appuyer les personnes qui vont travailler avec des personnes qui sont à risque de suicide. Donc, c'est quand même très utile par rapport au sujet d'aujourd'hui. Next slide, please. La quatrième partie et donc troisième partie du document lutte contre le suicide, c'est les conseils et les bonnes pratiques pour la prévention et du suicide et la réponse. Donc là, ça va être des choses qui peuvent être faites à différents niveaux et qui peuvent être par différentes organisations qui vont vous être présentées. Next slide, please. Donc, il y en a plusieurs, des choses qui peuvent être faites en termes d'intervention pour prévenir et réduire les risques de suicide et aussi pour les interventions en cas de suicide. Et donc, vous avez compris, donc, ce que j'ai présenté avant, c'est des composantes qu'on va avoir dans tous les programmes. Et là, ça va être des interventions spécifiques avec des objectifs spécifiques. C'est ça la différence entre la partie précédente et cette partie. Donc, une des premières interventions qui est recommandée donc, dans tout ce qui est prévention et limitation des risques de suicide, c'est bien sûr la réduction de l'accès aux moyens de suicide. Et donc, c'est pour ça que là, on revient au point de la cartographie aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que selon les endroits, hein, la façon dont les personnes se suicident peuvent être différents. Et donc, la réduction de l'accès aux moyens va aussi varier selon les pays. Donc, l'un des moyens, évidemment, pour limiter les suicides, qui est le plus efficace, c'est d'empêcher d'avoir accès aux moyens de suicide pour les gens. Donc ça a été démontré par la recherche, c'est quelque chose qui peut être un des aspects les plus importants et qui va faire que, effectivement, le fait de ne pas avoir accès, alors que les idées, les comportements suicidaires sont parfois aussi des choses qui peuvent être impulsives. S'il n'y a pas accès, et ben du coup, hop, je ne devrais pas le dire comme ça, excusez-moi, c'est un peu cavalier, mais qu'en tout cas, du coup, le fait de ne pas avoir accès sur le moment va faire que des personnes ne vont pas passer à l'acte alors qu'ils seraient passés à l'acte s'ils avaient eu accès. Donc là, on vous a listé dans la partie de droite des exemples de méthodes de suicide les plus courantes, mais là aussi, ça dépend des pays. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de faire des analyses, hein. Mais on vous en a marqué quelques-uns, donc la pendaison, les armes à feu, l'auto-empoisonnement avec des pesticides. Il y a d'autres exemples selon les pays. Et donc, pour être efficace, la restriction des moyens dans les situations humanitaires, elle doit se concentrer sur les méthodes qui causent le plus grand nombre de décès, qui sont les moyens les plus meurtriers et sont les plus couramment utilisés. Et donc là encore, hein, l'analyse de la situation, c'est ça qui nous permet de définir sur quoi on va se concentrer pour être le plus efficace possible. Next slide, please. Le deuxième aspect, c'est d'assurer une communication et une couverture médiatique qui soit responsable. Les médias, ils jouent un rôle super important dans l'influence de l'opinion publique et ils peuvent vraiment soutenir la prévention du suicide, mais ils peuvent malheureusement aussi contribuer à accentuer les risques de suicide selon la façon dont sont discutés des suicides au sein des médias.
Donc, en fait, on sait que la couverture répétée et malheureusement parfois glorifiée de cas qui ont été très médiatisés avec l'explication des méthodes qui ont été utilisées, elles augmentent le risque de comportement suicidaire. Donc, c'est vraiment, vraiment important de travailler avec les médias pour que justement, ils ne fassent pas ce genre de choses et que ça limite ainsi le risque de comportement suicidaire. Donc la formation des médias, le fait de leur donner des textes qui peuvent être utilisés, etc., c'est vraiment super important. Et les médias, ils jouent aussi un rôle dans l'autre sens, bien sûr, qui est eux, ils peuvent aussi jouer de façon positive en renforçant des efforts de prévention que vous voulez mettre en place en transmettant des messages clés, des messages d'espoir, en permettant des prises de conscience et en couvrant les sujets de façon délicate et de façon hyper précise. Donc, c'est vraiment sur ces deux éléments, un qui peut entraîner un effet comme ça, un petit peu d'augmentation des risques de suicide ou de comportement suicidaire parce que il y a un petit truc comme ça qui est trop explicatif et un peu parfois fictionnel, c'est marqué là, ou glorifié ou romantisé du suicide qui là peut entraîner une augmentation des risques. Et à contrario, une bonne communication peut vraiment renforcer nos efforts de prévention et donc travailler de façon étroite avec les médias en amont de ce qui peut se passer et aussi sur le moment quand il y a des cas de suicide qui sont reportés, ce sont vraiment des éléments qui sont indispensables dans une stratégie de prévention. Next slide, please. Le troisième point, c'est le renforcement des capacités des travailleurs de première ligne et des personnes sentinelles. Et donc, évidemment, pourquoi? Bah, parce que si les travailleurs de première ligne et des personnes dans la communauté sont à même d'identifier le plus tôt possible des personnes qui sont à risque de se suicider, on va pouvoir plus rapidement, et souvent grâce à ces personnes elles-mêmes, fournir et mobiliser un soutien pour accompagner les personnes à risque élevé de suicide et puis, bien sûr, les référer, les orienter vers les services appropriés et leur proposer un suivi. Donc, bah là, ça va se faire comment? Il va falloir identifier quelles sont les personnes les plus stratégiques au niveau de la communauté, au niveau du contexte humanitaire, euh, identifier dans quelles zones elles sont, ces personnes, avec les zones les plus à risque, et pouvoir bah, former ces personnes, monter avec eux un dispositif de référencement et pouvoir ainsi prévenir et accompagner au mieux les personnes les plus à risque après les avoir identifiés. Next slide, please. Et bien sûr, ben, le quatrième point, hein, c'est évident, il découle des précédents, c'est d'offrir des soins de santé mentale dans le cadre des centres, des services de santé généraux. Et donc, bon, vous le savez, hein, puisque vous travaillez tous dans des contextes humanitaires, il y a souvent dans les situations humanitaires, et parfois malheureusement même hors situation humanitaire, un manque de services disponibles pour le traitement en santé mentale et en soutien psychosocial, à la fois parce qu'il y a une augmentation des besoins et puis parce que, ben, soit à cause de l'urgence, soit en amont même de l'urgence, il y a peu de moyens qui sont disponibles. Et donc, bah, ça, ce sont des éléments sur lesquels il va falloir auxquels on s'attelle au quotidien tous, là, autant que nous sommes dans cette session, donc qu'on connaît bien. Et puis, bien sûr, parce que tous les problèmes de santé mentale, comme je disais tout à l'heure, comme la dépression, la consommation d'alcool, de drogue, etc., sont plus fréquents dans les contextes humanitaires et bien sûr sont des facteurs de risque pour le suicide. Et donc, du coup, avoir un système de soins de santé mentale qui soit efficace, y compris avec une formation adéquate du personnel, va contribuer bien sûr à la prévention du suicide. Et donc, bah, comment on le fait? Bah, ça, c'est ce que vous connaissez, hein, c'est d'intégrer la prestation des soins de santé mentale dans les services de soins de santé généraux. Donc là-dessus, évidemment, vous le savez, il y a tout ce qui est MHGAP
qui existent, sur lesquels vous pouvez vous appuyer, entre autres. Il y a le fait d'élaborer des protocoles d'intervention détaillés et de former le personnel de santé et de SMSPS spécifiquement autour de la prévention et des interventions en cas de suicide. C'est bien sûr de pouvoir mettre en place un suivi systématique et rapide quand il y a eu une tentative de suicide, puisque les personnes risquent de se sentir isolées après et sont plus à risque de commettre à nouveau une tentative de suicide. Donc, ce suivi systématique, rapide, si possible, à domicile, justement, avec aussi des personnes qui sont garants au niveau des communautés de ce suivi, ça réduit le risque de suicide, donc c'est vraiment important. Et bien sûr, tout ce qui est suivi après intervention, y compris pour les personnes dont un proche s'est suicidé. Donc ça, c'est bien sûr au niveau d'action de soins en santé mentale. Next slide, please. La cinquième action, c'est, bah, comme je l'ai dit au début, un des groupes à risque, bien sûr, ce sont les jeunes. Et donc, avoir arrivé à cibler particulièrement les jeunes et à travailler en prévention avec les jeunes sur tout ce qui est compétences socio-émotionnelles, ça va être très, très important. Donc, du coup, tout ce qui est l'autre raison, bien sûr, hein, qui est mentionnée dans la diapo, c'est que, comme vous le savez, l'adolescence, c'est aussi le moment qui est une période à risque pour l'apparition des troubles de santé mentale. Et comme j'ai dit juste avant, hein, bien sûr, on connaît les liens très forts entre les troubles de santé mentale et le risque suicidaire. Et donc, bah, travailler de façon très globale sur les compétences socio-émotionnelles chez les jeunes, ça va avoir un impact en termes de prévention du suicide. Et donc, bah, là, bien sûr, notamment quand les jeunes sont en milieu scolaire, ça c'est très variable d'un pays à l'autre, mais bien sûr, les établissements d'enseignement ou les espaces d'accueil pour les jeunes, ce sont des points d'entrée extrêmement importants pour nous, pour aller travailler en termes de développement socio-émotionnel, de prévention, et donc de travailler là-dessus sur le mieux-être psychosocial et la santé mentale des enfants et des jeunes, travailler aussi avec les équipes et les bénévoles qui travaillent dans ces lieux-là vont être un élément très, très important autour de tout ce qui est prévention du suicide chez les jeunes. Next slide, please. Et donc, vous avez pour toutes ces interventions, je vous en ai remis quelques-uns là qui peuvent être utiles. Ça, c'est surtout donc pour la partie l'intervention qui est l'intégration et le renforcement de tout ce qui est santé mentale dans les centres de santé. Donc ça, c'est l'intervention des MHGAP, qui sont bien sûr traduits en français, hein, donc là, ils sont facilement accessibles pour vous, et dans lequel il y a un chapitre hein, spécifiquement sur tout ce qui est conduite auto-agressive et suicide à l'intention du personnel de santé mentale, de santé. Donc ça vous aide concrètement aussi à savoir quelles sont les choses qui peuvent être mises en place. Next slide, please. Je vous présente un autre outil d'évaluation. Donc là, c'est l'outil d'évaluation clinique qui a été développé par IMC pour évaluer le risque de comportement suicidaire, les facteurs de risque, le niveau de risque, les facteurs de protection, la planification de la sécurité. Et donc là, je vous ai mis aussi où est-ce que vous pouvez trouver cet outil d'évaluation. J'ai pas trouvé la version francophone, mais je vais continuer à chercher. Je suis pas sûre que tout ait été traduit. Il y a un résumé qui a été traduit que j'ai déjà partagé il y a quelques semaines avec l'ensemble des GTT, mais je sais pas si la grille en elle-même a été traduite, donc je vais me renseigner et je vous la ferai suivre par la suite si jamais on la retrouve. Enfin, si jamais elle existe. Next slide, please. Et puis, il y a la boîte à outils donc, du HCR qui est en cours de finalisation pour la version française. Là, je vous ai mis du coup la figure en anglais, mais elle existe aussi en français. Elle est indiquée pour mettre en place la prévention dans les contextes de réfugiés, mais bien sûr,
presque tout ce qui est dans ce manuel, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel contexte. Il y a des spécificités par rapport aux réfugiés, mais vous allez voir en le lisant que, bien sûr, ça peut s'appliquer dans n'importe quel contexte. Next slide, please. Voilà. Bon. Eh bien, merci beaucoup de votre attention. J'ai parlé beaucoup plus que ce qui était prévu. J'en suis désolée. C'était un petit peu long, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment super important. Et donc, je passe tout de suite la parole à Cécilie. Et puis, on posera les questions et je répondrai à vos questions avec Cécilie par la suite. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Cécile. Du coup, je vais enchaîner sur une présentation qui fait beaucoup écho à la plupart des éléments que tu as listés, puisque, enfin, de fait, on s'est pas mal inspiré du Life et des différents documents que tu as mentionnés. L'objet de cette évaluation qui a été faite avec l'OIM était de déterminer quels étaient les risques suicidaires assez spécifiquement chez les personnes déplacées à Port-au-Prince, en Haïti, et quels étaient les comportements suicidaires qui pouvaient être identifiés, et aussi de voir quelles sont les ressources existantes ou à développer pour essayer de prévenir ce risque. Et, euh, et donc, je vais vous présenter assez rapidement le rapport, enfin, les principaux constats qui ont été faits dans le cadre de cette évaluation, qui a été principalement qualitatif, c'est-à-dire on s'est essentiellement basé sur évidemment la revue documentaire, mais aussi des entretiens avec des personnes clés différentes, que ce soit au niveau des gouvernements, enfin ministères ou, locales, et des personnes intervenant dans des associations ou des organisations humanitaires. Bref, pas mal de personnes clés et aussi des personnes directement concernées, que ce soit les personnes vivant dans des sites ou les populations hôtes qui les accueillent de fait, de façon volontaire ou subie, choisie ou pas. Et ensuite, je vous présenterai la proposition d'intervention qu'on a faite qui synthétise un petit peu comment en Haïti, en fonction des moyens et des ressources qu'on a identifiées ou des volontés qui ont déjà été manifestées, quel type d'activité pourrait être proposé pour prévenir le risque suicidaire. Alors, hop, donc si ça marche, c'est chouette. Ah, désolé. Alors, pour commencer, donc ça, c'est les constats qui ont été faits. De manière assez globale, on a identifié plusieurs facteurs de stress qui reprennent un petit peu ce qui a été dit précédemment, qui vont aller de plus en plus en profondeur et qui vont avoir des conséquences directes sur la santé mentale et donc le risque suicidaire. Dans un premier temps, euh, sur Haïti, il y a une accumulation des risques liés aux catastrophes, aux désastres, quels qu'ils soient. En fait, il y a vraiment une accumulation de risques assez importants et qui sont aggravés ou complétés par des problématiques politiques fortes et des difficultés économiques qui découlent un petit peu des deux précédentes. Donc, ces trois facteurs qui sont très anciens, qui datent depuis, qui perdurent dans le temps, ont entraîné et continuent à entraîner la pauvreté, du chômage, de la malnutrition, des problèmes de maladie, enfin tout un tas de problématiques que rencontre toute la population haïtienne. Et en parallèle de ça, de l'autre côté, il y a une apparition depuis quelques années ou une intensification de gangs et de violences urbaines qui sont de plus en plus forts et qui ont entraîné notamment, enfin qui ont causé les grosses perturbations qui ont eu lieu fin février, début mars en Haïti. Donc ces gangs et ces violences urbaines se traduisent souvent par des vols, des destructions, des kidnappings, des agressions, y compris les violences sexuelles et des meurtres, des menaces de mort. En fait, les deux sont liés par rapport au fait que toutes les problématiques qu'on a vues précédemment en termes de pauvreté, chômage, etc., vont faciliter l'enrôlement vers des gangs qui proposent une certaine forme de reconnaissance, des moyens, etc. Donc, les gangs sont renforcés par cette situation assez dramatique dans laquelle se situe Haïti.
Et en fait, ces deux aspects vont avoir des conséquences en termes de fuite ou de départ, des personnes qui vont fuir leur quartier ou des personnes qui vont partir parce qu'elles ont tout perdu d'un point de vue économique. Ces personnes vont s'installer dans des sites qui sont déjà existants ou qui sont créés nouvellement dans des rues, des places publiques ou des églises, des temples, etc. Et en fait, ces sites vont entraîner d'autres problématiques qui deviennent des facteurs de stress et de détresse psychologique, notamment l'inactivité, les deuils, la solitude, l'éloignement, les peurs. Enfin, tout est combiné pour créer de la détresse. Cette détresse va avoir aussi un impact positif ou négatif sur les communautés hôtes. Donc, les communautés hôtes elles-mêmes, comme je disais, qui choisissent ou subissent l'arrivée de personnes déplacées dans leur quartier, dans leur rue, peuvent avoir de la frustration, des peurs, parce qu'ils vont parfois avoir le sentiment que des gangs sont infiltrés parmi les personnes qui vivent sur ces sites, sentiment d'impuissance ou de colère. Colère vis-à-vis de la situation et de ce qui n'est pas fait ou de ce qui pourrait être fait ou de ce qu'ils ont le sentiment qui pourrait être fait. Et comme je disais, ça va avoir des impacts positifs ou négatifs. Positifs, par exemple, parce que certains de ces membres de communauté hôte vont être accueillants et aidants vis-à-vis des déplacés en leur proposant de la nourriture. Certains ont facilité la scolarisation des enfants, etc. Donc, ça a un effet très positif pour les personnes qui se sentent soutenues, mais parfois négatif, notamment quand les populations hôtes rejettent l'arrivée de ces déplacés avec parfois des comportements très violents ou agressifs, où là, ça accentue le sentiment d'être un fardeau, un poids pour ces populations déplacées. Et de la même manière, et ça a été aussi abordé précédemment, les intervenants de première ligne, qui vont souvent avoir le sentiment de manquer de ressources, qui elles-mêmes sont fragilisées par la situation globale à Haïti, qui manquent de ressources pour faire face au stress, à leur propre stress, qui peuvent avoir de la colère. Et de la même manière, donc tous ces effets-là vont avoir un impact positif ou négatif sur les déplacés, qui ont très souvent mentionné l'aide humanitaire comme quelque chose de très positif pour eux, avec le sentiment d'être compris, appuyés, même si parfois la contrepartie, c'est que quand ces aides s'en vont ou ne sont pas présentes sur l'un ou l'autre des sites, ça devient un effet négatif pour leur propre santé mentale et leur bien-être. Donc, d'un point de vue conséquence, il y a tout un tas de manifestations qui ont été mentionnées par les différentes personnes auprès desquelles on a parlé, que ce soit des intervenants ou des personnes directement concernées. Beaucoup ont parlé de douleurs, en fait, de manifestations psychosomatiques en termes de migraines, mal au dos, des zonas. Certains ont abordé l'isolement, le retrait, l'auto-exclusion que peuvent manifester certaines personnes, des troubles évidemment, troubles du sommeil, de la concentration, troubles alimentaires, des palpitations, des nausées, et beaucoup, que ce soit parmi les personnes elles-mêmes, parmi les intervenants et aussi parmi les praticiens, les médecins feuilles ou les prêtres vaudous, beaucoup ont mentionné l'agressivité et la violence comme une conséquence, une manifestation de la détresse psychologique que vivent ces personnes-là. Qui a à la fois du coup, une conséquence et la cause de problématiques psychosociales que peuvent subir d'autres, personnes, notamment, dans le cas de violences domestiques. Ces manifestations peuvent dans certains cas se traduire par, des pathologies, peuvent dégénérer en pathologies psychiatriques ou les faire, émerger. Donc il y a évidemment des syndromes de stress post-traumatique, des dépressions sévères, troubles du développement. Donc au niveau des enfants, il y a pas mal d'aspects qui ont été identifiés, notamment liés aussi au fait qu'il y a beaucoup de déscolarisation parmi les enfants vivant dans les sites. Troubles cognitifs, deuil pathologique. Et en fait, que ce soit des manifestations, enfin que ce soit les manifestations, les signes ou dans le cadre de pathologies psychiatriques, dans les deux cas, il peut y avoir des idées suicidaires. Ce qu'on a voulu dire par là, c'est que les idées suicidaires peuvent apparaître sans qu'il y ait de pathologie psychiatrique. Donc, ça veut dire qu'on peut les identifier au niveau communautaire, pas forcément uniquement au niveau des prises en charge spécialisées. Et ces idées suicidaires, parfois, se traduisent par des passages à l'acte réussis, enfin aboutis ou non. Et d'où l'intérêt de prendre en considération une multitude de facteurs pour pouvoir prévenir ces risques qui sont en fait, qui découlent de tout un tas de facteurs de stress cumulés. Je passe
rapidement aux propositions d'intervention qu'on a faites. Donc là encore, ça rejoint beaucoup ce qui a été fait. On a juste essayé de l'organiser de façon adaptée à ce qui nous a été enfin, adapté en fonction des échanges qu'on a eus dans le contexte haïtien. On a identifié 3 objectifs spécifiques pouvant contribuer à l'objectif global de réduction du suicide. Le premier étant le renforcement des capacités et des compétences techniques des services de l'État dans les domaines de la santé mentale et de la prévention du suicide. Donc, domaine service de l'État, que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau local, il y a vraiment besoin de s'assurer que les connaissances soient plus fortes et que la prise en considération de cette problématique soit effective et adaptée. Donc, comme je le disais, il y a une première partie sur les connaissances plus développées. Donc, pour atteindre ce résultat, on peut proposer des ateliers de travail, rédiger des articles, organiser des conférences pluridisciplinaires. Je reviens sur le pluridisciplinaire parce que, comme on a vu précédemment dans les facteurs causaux, il y a l'éducation, il y a l'emploi, il y a l'accès à la santé. Il y a énormément de facteurs qui font que avoir des conférences pluridisciplinaires peut aider à renforcer des connaissances qui vont toucher un petit peu à tous les aspects, que ce soit une question d'âge, de genre, et cetera. Donc, il y a des anthropologues, des sociologues, enfin, tout un tas de disciplines pour essayer d'aborder le suicide à travers un prisme plus large. Le deuxième résultat concerne les mécanismes de coordination. Donc là encore, ça a été déjà discuté tout à l'heure. L'idée, c'est de soutenir les clusters. Il y a déjà des clusters existants au niveau d'Haïti, au niveau de la protection, de la santé mentale, de la santé. L'idée, c'est par exemple, le cluster en santé mentale qui est l'idée par le ministère de la Santé publique et de la population, se réunit vraiment fréquemment et de manière régulière. Donc, c'est un moyen aussi de soutenir ces clusters qui permettent de mieux coordonner et identifier ce qui est fait par les uns et les autres et du coup de partager aussi des expériences. Et là encore, comme je le disais tout à l'heure, les réunions interministérielles pour avoir pas uniquement la santé, mais tous les autres ministères qui vont avoir un rôle à jouer dans la prévention du suicide. Et enfin, la mise à jour de la politique. Donc, il y a déjà une politique qui existe en Haïti, une politique de santé mentale. L'idée, c'est de la mettre à jour et d'y inclure une stratégie multisectorielle de prévention au suicide. Il y a plusieurs aspects là qui sont importants. Donc, il y a besoin d'avoir une base de données. Ça a été mentionné, mais la base de données va impliquer aussi un renforcement de la capacité des acteurs concernés à identifier les décès causés par suicide. Ça rejoint un petit peu, enfin ça rejoint beaucoup d'ailleurs toute la partie des représentations du suicide qui font que dans beaucoup de cas, ça va être faussé. Alors il y a la problématique des compétences, mais il y a aussi les représentations liées au fait que l'homme haïtien, la personne haïtienne est forte et résiliente et du coup, c'est mal accepté le suicide. Donc, il va y avoir parfois des détournements des causes du décès pour pas dire que c'est par suicide. Au niveau religieux aussi, parce que dans beaucoup de religions, le suicide est mal vu. Donc là encore, ça va être masqué. Et aussi par rapport aux croyances vaudou, où en fait, on va considérer que la personne n'a pas décidé de mettre fin à ses jours, mais a été forcée par un esprit ou quelque chose au-dessus d'elle. Donc du coup, nommer ça un suicide, c'est compliqué. Du coup, il y a besoin de renforcer cette capacité à identifier les décès par suicide pour avoir une base de données qui soit aussi fiable que possible et qui permettent de renforcer des protocoles d'identification et de suivi des comportements suicidaires en lien avec la stratégie multisectorielle de prévention du suicide. Au niveau du deuxième résultat, l'idée, c'est vraiment donc là, on s'est focalisé sur les personnes déplacées internes, mais ça s'applique à toutes les populations puisque cette détresse psychologique et sociale est valable pour une grande partie de la population haïtienne. Donc, l'idée, c'est de mettre en place des activités de soutien psychosocial qui soient accessibles pour l'ensemble des déplacés. Donc, ces activités, ça peut être du soutien individuel, collectif, des espaces amis-enfants, enfin tout ce qui est child-friendly space, c'est quelque chose qui va être très efficace à la fois pour les enfants, mais aussi pour leurs parents, parce qu'en fait, quand les enfants sont pris en charge dans un espace sécurisé, ça permet aussi aux parents de prendre soin d'eux-mêmes.
Tout ce qui est système de pairs aidants, que ce soit pour les populations hautes, les intervenants de première ligne, comme on l'a vu, ou évidemment les personnes affectées, déplacées internes. Tout ce qui est sensibilisation communautaire aussi. Donc là, il y a besoin comme c'était discuté tout à l'heure, tout ce côté sentinelle, de faire en sorte que les gens puissent identifier les risques, les facteurs de risque. Là, par rapport aux moyens et aux méthodes, en Haïti, ce qui a été beaucoup mentionné comme méthode, c'est le chlore, enfin boire du chlore ou prendre des médicaments. Donc l'accès au chlore et aux médicaments est tellement facile que ça implique d'être vigilant par rapport à l'accès à ces moyens de mettre fin à ces jours. Et je reviens sur l'accès au culte et aux croyances qui ont été mentionnés par énormément de monde comme un moyen très positif pour faire face aux difficultés, que ce soit au niveau de la religion ou des croyances vaudou. C'est quelque chose qui a été perçu, qui est perçu par beaucoup comme un moyen de soutien collectif très efficace. Et du coup, il y a un intérêt réel à favoriser cet accès-là et à, à- ouais, à mutualiser un petit peu les différentes sources de soutien. Le deuxième résultat concerne l'accès. Donc là, on en vient un petit peu à tout ce qui est cartographie des acteurs, des services, des zones d'intervention. En fait, dans ce qui a été mentionné, il y a des problématiques liées à certaines zones qui ne sont pas couvertes, mais il y a aussi la problématique des mandats de beaucoup d'organisations. Alors, c'est une évidence que les organisations ont un mandat et c'est une très bonne chose, mais ça crée la problématique de l'inclusion avec des critères qui sont parfois très restrictifs, qui vont cibler des catégories de personnes très particulières, ce qui fait que parfois, même si une organisation est présente sur une zone, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde aura accès aux services qu'elle propose. Donc, il y a besoin de renforcer des circuits d'accès parfois un peu parallèles pour permettre aux personnes qui ont besoin d'un accompagnement et d'un soutien d'accéder à des services, même s'ils ne font pas partie de la cible primaire, pour éviter des personnes qui n'ont accès à aucun service. La cartographie est évidemment quelque chose d'essentiel sur lesquels l'OIM est en train enfin, démarre un travail là qui va impliquer un petit peu tous les acteurs et les différents clusters, les partenaires étatiques, etc. Et du coup, ça va être un moyen de renforcer la collaboration entre les services, puisque comme vous le voyez depuis le début, en fait, la stratégie d'intervention implique une vraie collaboration et quelque chose de coordonné entre tous les acteurs. Le dernier résultat de cet objectif-là, c'est la qualité des activités. Et donc là aussi, on en revient à ce qui a été mentionné plus tôt, avec la nécessité de former, enfin l'importance de former à la fois sur les premiers secours psychologiques, le soutien psychosocial ou les premiers secours et la santé à base communautaire et bien sûr tout ce qui relève de la prévention au suicide. Et là, je fais le parallèle avec la cartographie parce que quand on fait la cartographie des acteurs, on peut aussi identifier des partenaires en capacité de proposer des formations aux autres. Donc, il y a cette idée de mutualisation qui serait intéressante à renforcer. Il y a tout ce qui concerne le soutien émotionnel aux équipes qui sont particulièrement à risque, la formation des managers à la prévention de gestion des risques psychosociaux des équipes, parce qu'en fait, enfin, petite parenthèse, mais les risques psychosociaux des intervenants, la gestion du stress, elle est d'abord individuelle, ensuite elle passe par les collègues avec tout ce qui va être système de soutien par les pairs. Ensuite, il y a les managers et enfin, il y a les institutions. Donc, c'est important si on veut réduire les risques psychosociaux des équipes de prendre en considération ces 4 niveaux de gestion du stress. Et enfin, le renforcement des mécanismes de suivi et évaluation. Donc, on l'a vu au niveau des protocoles à mettre en place dans le résultat précédent, enfin dans l'OS précédent. Ici, il s'agit de mettre en place de manière beaucoup plus opérationnelle des systèmes qui permettront d'assurer le suivi et l'évaluation des personnes à risque ou qui ont commis des actes. Et ça inclut, comme ça a été dit aussi, ça inclut les familles de personnes qui ont commis un suicide et ça inclut ceux qui ont survécu.
Et du coup, ça rejoint la question de l'effet Werther, là, qui a été aussi mentionné, donc beaucoup par les médias, c'est-à-dire que les médias vont parfois avoir un effet négatif sur le risque, mais c'est aussi pour les familles, parce que les familles dont un membre s'est suicidé sont beaucoup plus à risque de commettre un suicide elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'effet Werther, et c'est quelque chose qui est à prendre en considération dans l'accompagnement et le suivi de ces personnes-là. Et j'en arrive au dernier OS, qui est l'amélioration de la prise en charge spécialisée en santé mentale. Donc là, on est beaucoup plus sur des aspects globaux et beaucoup plus spécialisés, comme c'est indiqué, avec la présence de personnel qualifié. Donc, ça inclut le MHGAP, ça inclut aussi le soutien aux universités pour que dès aujourd'hui soient formés les professionnels de demain. Il y a besoin de renforcer, de faire du plaidoyer, de faire de la communication pour ça, et des formations continues pour les personnels dans les centres de santé. Les soins spécialisés en santé mentale et en prévention du suicide disponibles et accessibles, ça implique là encore de recruter des ressources humaines spécialisées, de renforcer aussi les hotlines. C'est un système qui fonctionne vraiment très bien en Haïti. Il y a plusieurs hotlines qui existent, qui permettent de désamorcer certaines pensées suicidaires. Donc, c'est quelque chose qui est très efficace. Ça fonctionne avec des SMS ou avec des lignes d'appel gratuites. Et c'est efficace aussi parce que ça permet d'accéder de manière assez facile, assez simple et sans risque d'être vu. Enfin, il y a vraiment cette peur du jugement qui est très forte. Donc, les hotlines ont pas mal d'avantages par rapport à ça. Et des campagnes d'information, là encore, donc on revient à l'effet Werther par rapport aux médias, mais il y a un réel intérêt à diffuser des informations sur les services existants, sur les risques que représentent les suicides, sur les sur les méthodes de suicide pour renforcer la vigilance de chacun. Et les campagnes d'information qui fonctionnent très bien là-bas, d'après ce qui a été dit, c'est les hotlines, pardon, les SMS et tout ce qui passe par téléphone portable. Et enfin, le dernier résultat, c'est la collaboration avec les services communautaires. Donc là, on s'est beaucoup inspiré de la pyramide du YASC avec les 4 niveaux, en essayant de faire enfin, de s'assurer que les 4 niveaux soient pris en charge, mais pas de manière linéaire, mais avec enfin, je sais pas comment on dit, des allers-retours possibles, c'est-à-dire que des personnes qui ont été prises en charge au niveau dans les premiers niveaux de la pyramide puissent accéder au niveau supérieur de la pyramide, et inversement, les personnes qui ont été prises en charge dans les niveaux spécialisés puissent ensuite être accompagnées et suivies par des services communautaires qui relèvent des niveaux un peu plus bas de la pyramide. Et donc, dans ce cadre-là, il y a les groupes de travail interdisciplinaires, les mécanismes de référencement, de contre-référencement, sensibilisation et formation des agents de santé à la surveillance des comportements de risque suicidaire. J'entends quelqu'un qui parle, mais du coup, ça tombe bien puisque j'ai terminé. Cécile, je te rends la parole.